la une de l'actualité ce soir, le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé à Kaya cet après-midi. Il doit présider la fête nationale dimanche prochain. Et sur place dans la ville, l'ambiance est à la bonne humeur pour les hôtes et leurs invités. Kaya, content de recevoir ses invités et surtout pour le visiteur, c'est le sentiment de satisfaire sa curiosité qui est dominant, nous dirons nos reporters sur place. Et puis, début des audiences le 20 décembre prochain au tribunal militaire sur des dossiers du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. L'annonce a été faite ce jeudi 8 décembre à Ouagadougou. Le tribunal qui rassure qu'aucune impunité ne sera consacrée dans ces dossiers. Explication à suivre dans cette édition. Au Ghana, la publication des résultats définitifs de la présidentielle est prévue ce samedi 10 décembre. Les résultats de certaines circonscriptions sont néanmoins déjà connus et montrent que le président John Dramani Mahama et son principal opposant, Nana Akufo-Addo, sont au coude à coude en dépit de l'annonce jeudi soir par les partisans de Nana Akufo de la victoire de ce dernier. La commission électorale appelle au calme. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé cet après-midi à Kaya. Le président du Faso doit présider la fête nationale dimanche prochain dans la ville. À son arrivée, le chef de l'État s'est offert un bain de foule avant de rejoindre son pied-à-terre. Ce sont des images signées Salif Belem et Ernest Kambiré. L'ambiance sur place à Kaya dans le centre-nord, la joie de la population qui se dissimule difficilement, contente de recevoir ses invités, mais aussi opportunité de faire de bonnes affaires. Et pour le visiteur arrivant à Kaya, c'est surtout le sentiment de satisfaire sa curiosité qui est le dominant. Roger Kam et Kadouro Menki nous en fait écho. C'est une circulation particulièrement dense ici à Kaya, ville qui abrite les festivités du 11 décembre 2016. Nous sommes à jour J-2 et pour certains, la mobilisation autour de l'événement est au rendez-vous. Nous sommes en train de vivre la fête à cet instant parce que, on remarque qu'il y a beaucoup d'étrangers et les habitants sont vraiment contents parce qu'on sent la participation même. Vraiment, nous sommes contents. Comme la fête nationale, ça serait chez nous là. Moi, je suis venu de Ouara pour préparer à locaux des patates depuis 7 jours, je suis là. Expositions diverses, animations festives ça et là. Chacun y va de sa stratégie pour apporter une coloration particulière à la fête. Moi, j'ai fait les sacs en cuir ici, j'ai vendu ici, mais comme il y a le 11 décembre qui se prépare, et j'ai fait les sacs, les tissus du 11 décembre pour venir et présenter à la population. Moi, je le prépare de ma manière, j'ai un débit de boisson. J'ai préparé vraiment le coin pour attendre les étrangers, pour les mettre à l'aise. Et à la maison, j'ai essayé d'être propre autour de moi. Donc la fête, c'est national, donc des amis viennent de partout. Les parents viennent de partout, il ne faudra pas venir trouver que chez toi aussi, c'est pas guerre quoi. Des invités qui auront la possibilité de découvrir les potentialités artistiques et touristiques de la région du Centre-Nord et de s'imprégner de l'histoire de la chefferie traditionnelle de Kaya via cette exposition portrait sur les rois de Kaya. Difficile d'imaginer la fête nationale sans défilé. Pour Kaya 2016, les défilants sont au nombre de 5000 et se disent préparés pour de beaux spectacles dimanche. Aimé Solange Guigma est allé les voir au cours d'une séance de répétition compte rendu. C'est sur l'avenue du Conseil régional du Centre-Nord, déjà aménagée, que s'entraînent depuis le 6 décembre les défilants du 11 décembre 2016. Question de peaufiner leur chorégraphie. Pour ces derniers jours de répétition, la fatigue s'invite dans les rangs des défilants. Mais cela n'entame en aucun cas la volonté des participants de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de la fête nationale. On est serein, le moral de notre troupe est meilleur. Nous pensons faire en tout cas un défilé véritablement légendaire.
Le 11 décembre célébré ici à Kaya au centre nord, cela nous réjouit beaucoup. C'est pourquoi nous avons réuni les chevaux pour contribuer à l'éclat de la manifestation. Ainsi, l'on assiste à un tour de piste sous le regard du premier responsable du comité national d'organisation du 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina pour les derniers réglages. Ça présage d'un très beau défilé et ne peut que remercier les uns et les autres pour ces efforts qui sont consentis. Il y en a qui étaient là depuis le matin et qui ont dû attendre jusqu'à midi pour qu'on commence parce qu'il y avait la course cycliste. Donc bravo à tout le monde. Ce sont au total 2000 personnes des forces de défense et de sécurité et 3000 civils issus de toutes les couches socio-professionnelles qui vont défiler ici pour donner de quoi émerveiller le public burkinabé et les invités d'honneur. Déjà, la population sortie pour être témoin de cet exercice apprécie. Presque toutes les régions sont représentées et je me dis quand même que c'est une union très forte qui peut quand même nous donner quand même, selon mon point de vue, une très bonne fête. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 11 décembre pour la grande parade. Justement, une course cycliste pour marquer la célébration du 11 décembre. Le top de départ donné ce matin, place de la Nation à Kaya, a vu la victoire de Mathias Sorgo devant 95 autres coureurs. Victorien Marienne. 95 cyclistes en provenance de 42 clubs ont pris part à la course pour commémorer les 56 ans d'indépendance du Burkina. Et place aux rivalités légendaires sur le parcours entre l'AGC Koudougou, le RCK et l'USFA. Si au point chaud de Lumbila, c'est Salif Bikenga qui rafle la mise, au sprint intermédiaire de Zignare, Abdou Sokondo du RCK règle les comptes. Ornaïl Boudo de l'AGCK s'impose d'autorité à Corsimoro et au premier passage sur la ligne d'arrivée. Au troisième passage, la prime de 100 000 francs est revenue à Mathias Sorgo. Au terme de la dite course, c'est Mathias Sorgo donc de l'AGC Koudougou qui est sorti victorieux du sprint final. Il a parcouru la distance de 121 km 400 en 3 heures, 20 minutes 21 secondes, soit une vitesse moyenne de 37,120 km/h. Les ingrédients sont réunis pour que nous fassions du 11 décembre 2016 une journée mémorable. En tout cas, je voudrais profiter de votre micro pour féliciter tous les coureurs la centaine, qui a démarré à Ouagadougou ce matin, à la place de la Nation à 7 heures, et qui est arrivé ici. Je crois que c'était une très belle course et nous sommes très contents de voir que c'est un étudiant, année de maîtrise, qui remporte la victoire ici. Et ça montre que finalement la relève est assurée. Les 10 meilleurs de la compétition ont reçu des prix et primes d'un montant total de 4 450 000 francs CFA, dont 1 million de francs et le majestueux trophée à Mathias Sorgo. À l'arrivée, on voit qu'il y a la mobilisation, les gens sont là. C'est très réconfortant et les cyclistes sont sortis aussi, une bonne centaine. C'est réconfortant donc pour la suite donc des festivités. Rendez-vous est pris en 2017 à Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. Bien avant ces professionnels, 25 coureurs amateurs ont pris le départ d'une course cycliste dénommée la Pédale du Centre-Nord ce mercredi 7 décembre 2016. Ces cyclistes amateurs ont eu un circuit de 6 km à parcourir 5 fois, soit une distance totale de 30 km. Zalissa Sanfo. Le top de départ donné. La pédale du Centre-Nord renaît ainsi de ses cendres à la faveur du 56e anniversaire de l'indépendance. Tombée dans la léthargie depuis 6 ans, cette résurrection vise à offrir aux populations une compétition dans cette discipline, mais aussi à donner une touche sportive à la fête. Le Centre-Nord peut être considéré comme un berceau du cyclisme au Burkina Faso. Il y a beaucoup de champions nationaux qui sont de cette région. Vous avez Seydou, vous avez Pafanam. Dans tous les cas, la fête promet belle pour Madi Ouedraogo, vainqueur de ce tour. Il reçoit 200 000 francs CFA, un vélo,
plus le trophée. Il est secondé par Inoussa Ouedraogo qui lui empoche la somme de 150 000 francs CFA. Puis pour le troisième, Ilyassa Baguian, ce sera 100 000 francs CFA. Le plus jeune de ce tournoi, âgé de 15 ans, et le plus vieux, âgé de 65 ans, ont eux aussi reçu des prix spéciaux. C'est le Conseil régional du Centre-Nord qui remet la pédale du Centre-Nord sur les rails. Et ici, l'engagement est pris pour que cette course ne tombe plus jamais dans les oubliettes. L'assainissement à Kaya en cette veille de fête nationale, les familles y mettent un point d'honneur, que ce soit en ville, dans la ville de Kaya ou dans les environs. Constat avec Yolande Lompo. Disposer d'une latrine chez soi n'est plus signe d'aisance, mais une nécessité. C'est du moins la conviction d'Awa Ouedraogo. Et lorsque nous évoquions ensemble le sujet, celle-ci nous confie que ce n'est que l'année dernière que l'un de ses fils leur est venu en aide. La défécation à l'air libre n'est plus qu'un vilain souvenir. Et si elle et le reste de sa famille ont perçu les conséquences que pourraient engendrer les eaux usées qui émanent des toilettes, ils préfèrent les ignorer par manque de moyens. Dans cette concession à Silimigou vivent 5 couples et leurs enfants. La grande famille Sawadgo ne dispose que d'une seule latrine, ce qui de l'avis de Fatih est insuffisant. Elle aurait aimé disposer en plus d'une latrine Ecosan au regard des avantages que cela comporte. Avec l'urbanisation, il n'y a plus d'espace. Et lorsqu'une latrine est pleine, les excrétas et les urines recueillies peuvent servir comme intrants dans les champs. Et pour offrir beaucoup plus de dignité à la population, la mairie déploie des efforts, surtout dans les espaces publics. Une ville comme Kaya avec des caniveaux tellement bouchés, il faut les curer. Il y a un service hygiène et assainissement dans la commune. Et en plus de ça, on a eu la chance de recruter 500 jeunes humours qui nous aident maintenant à nettoyer la ville. La mairie maintenant par son service d'assainissement, puis par le biais maintenant de la coopération décentralisée, construire beaucoup de latrines dans les coins publics, que ce soit au niveau des marchés, au niveau des sociétés de transport, au niveau des établissements. Des solutions pourraient être trouvées avec le concours de certaines structures afin de permettre à ces populations d'avoir des latrines répondant aux normes sanitaires. L'orpaillage dans la région du Centre-Nord constitue une menace sérieuse pour l'éducation. Les sites miniers ont tendance à concurrencer les bancs de l'école. Plusieurs écoles se vident au profit de ces sites. Constat avec Ibrahim Sombier et Nyarkiteda. Nous sommes sur le site d'orpaillage de Bouli, c'est dans la commune de Pibaoré, dans le centre Mantenga profond. Là existe un phénomène, celui du travail des enfants dans les sites d'orpaillage, à l'image de bien d'autres sites de la région. Aruna Sondé et Rasmane Ouedraogo font partie des centaines d'enfants présents sur les sites dans la province du San Mantenga. Ayant fui l'école dès les premières heures de leur inscription et s'exprimant difficilement d'ailleurs, nos deux interlocuteurs nous ont confié l'avoir fait pour gagner de quoi manger, attestent également les orpailleurs. Ça dépend. Si ton papa n'a pas l'argent, ton maman est pauvre, donc c'est ça seulement qui a le problème là. Si quelqu'un qui est venu gagner un vélo, tu es là à la maison, tu as grandi, toi tu n'as pas vélo. Donc c'est forcé que tu veux venir au SAM. Le phénomène est bien réel et affecte dangereusement les écoles, au dire des premiers responsables en charge de l'éducation de la région du Centre-Nord. Alors nous avons fait le point depuis 2014 et on s'est rendu compte qu'au cours des 5 dernières années, en moyenne, pour la classe du CM2 seulement, il y a 600 cas d'abandon pour les élèves inscrits pour les examens. Et la cause principale, c'est la fréquentation des sites d'or, c'est l'orpaillage. Et pour l'ensemble des écoles de la région, l'on note par an 5% d'abandon et les parents disent vivre impuissamment la situation. Dans les classes, quand vous rentrez, surtout au niveau des villages où se trouvent les sites d'orpaillage, les enfants, les élèves sont toujours
au niveau des sites. Je ne sais quoi dire, mais l'orpaillage ne nous arrange pas. Parce que ça fait que les enfants ont abandonné les écoles. Et pourtant, le syndicat dit avoir pris les dispositions pour éviter pareille situation. Si quelqu'un n'est pas arrivé 20 ans, 21, 19, bon, nous aussi, on ne veut pas qu'il vienne travailler de loin là. En attendant, les élèves dans cette région fréquentent bel et bien les sites d'orpaillage et les raisons sont toutes simples. Nous constatons que cela commence assez souvent avec le séjour sur le site pour vendre des petits trucs, fruits, de l'eau les week-ends, puis ils prennent goût les jours de classe, ils commencent à abandonner pour y aller. Il y en a qui commencent à travailler. Si par malheur il y a un qui revient avec un portable ou une moto du site, alors c'est vraiment la porte ouverte. Fort heureusement que la tendance est à la baisse à cause des activités de sensibilisation. L'activité de l'orpaillage est également à la baisse, se réjouissent les acteurs du système éducatif de la région pour qui il faut faire quelque chose afin d'éviter le pire. Une escale que beaucoup de voyageurs sur l'axe Kongoussi-Ouagadougou ne ratent pas, le marché aux poissons de Malou. Localité située à environ une quarantaine de kilomètres de Kongoussi, l'activité se mène par les femmes organisées en groupement. Oumar Zombré. Et c'est ainsi à Malou tous les jours de la semaine. Chaque jour, ces revendeuses de poissons à l'affût guettent l'arrêt de tout véhicule de partance ou de provenance de Ouagadougou. Hey, madame. Si ça marche fort, je peux vendre 25 000. Ça c'est sardine, que c'est à Malou. Ça c'est sili, que c'est à Malou. Ça c'est massara, que c'est à Malou. Et les cartes? C'est à Ouaga. Le poisson frit de Malou est bien apprécié des clients. Ils sont soit de passage ou tout simplement des habitants de la localité. J'habite dans les environs et la qualité du poisson fait que je viens m'approvisionner ici à chaque fois que je peux. Je suis un routier et à chaque fois que j'ai l'occasion de passer par Malou, je paye du poisson pour ma famille. La vente de poissons constitue l'une des principales activités génératrices de revenus à Malou. Elle est pratiquée par les femmes du groupement de revendeuses de poissons, un groupement qui compte plus de 40 femmes. Ça nous apporte beaucoup de choses. Tu peux avoir un moyen de déplacement avec ça. Tu peux construire ta case avec ça. Tu peux amener tes enfants à l'école avec ça. Tu peux soigner tes enfants avec ça. Cette activité de vente de poissons frits, les femmes l'amènent en complicité avec les pêcheurs de Malou. Des pêcheurs qui ramènent matin et soir leur butin en fonction de la générosité du barrage. Il est 17h et Soré Alimata prépare déjà sa provision pour demain. J'ai acheté ces poissons à 4 500 francs CFA. Je les ferai frire et les revendrai à 7 500 francs CFA. Je compte donc me faire un bénéfice de 3 000 francs. Marché conclu, elle emporte les silures. Ces silures seront d'abord éviscérées, saupoudrées à la farine de blé avant la friture. Demain, ils se retrouveront ici dans un plat comme celui-ci, attendant d'être consommés. Dans l'actualité, ce soir, les premiers dossiers dans le cadre du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina seront jugés à partir de ce 20 décembre 2016. Le caporal Madi Ouedraogo et ses camarades seront les premiers à se retrouver face au juge ce jour-là. Ils avaient, selon les enquêteurs, projeté une attaque en décembre 2015 sur la maison d'arrêt et de correction des armées afin de libérer les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré et les autres soldats incarcérés. Explication, Pascal Kané. Les audiences du tribunal militaire sur l'affaire Madi Ouedraogo et 42 autres personnes commencent le mardi 20 décembre prochain. Souvenez-vous, il s'agit de ce groupe de militaires et de civils qui avaient projeté de libérer les détenus de la Maka dans le cadre du putsch manqué. Selon le commissaire du gouvernement, ces dossiers, ainsi que celui de Sanou Ali et 23 autres personnes sur l'attaque de Nimdi sont prêts. Nous avons obtenu 2 pour qu'ils commencent les premières audiences dès le mardi 20 décembre. Avec le dossier Ouedraogo Madi
et plus de 40 autres. Puis viendra naturellement le dossier Samou Ali, dont le juge d'instruction est également a pris donc en compte donc 2 nouveaux éléments. Cependant, la promesse de juger le dossier du putsch manqué lui-même en 2016 ne sera pas tenue. Alioune Zanré explique que le dossier a connu des développements qui perturbent son aboutissement. Il s'agit de la levée de l'immunité parlementaire de Salifou Sawadgo, soupçonné d'être impliqué dans le putsch manqué, l'extradition de 3 militaires réfugiés en Côte d'Ivoire et l'authentification des bandes sonores. Le 4 octobre, l'instruction avait commis un expert afin d'éclairer sa religion sur les écoutes. Le rapport de cet expert est rentré finalement le lundi 5 décembre à 16h au niveau donc du cabinet du juge d'instruction. Cette demande d'expertise a connu quand même beaucoup de difficultés qui ont nécessairement joué donc un peu sur la procédure, mais il n'est pas nécessaire au stade actuel de la procédure donc de l'en évoquer. L'affaire Thomas Sankara reste aussi en suspens. Le tribunal attend toujours les résultats de la contre-expertise demandée par la famille Sankara. L'expert espagnol consulté dans cette affaire a demandé un délai supplémentaire au juge d'instruction. Et puis le policier de Kombisiri impliqué dans la mort d'un habitant de Fara dans la province des Balais s'est tiré une balle dans la tête, annonce ce soir la police nationale. Il est décédé à son tour au CSPS de Fara. La police nationale qui précise que l'habitant décédé était le beau-père du défunt policier. La Fondation Konrad Adenauer envisage de mettre en réseau les acteurs de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Ces acteurs sont impliqués dans la mise en œuvre de stratégies et politiques internationales des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'Union européenne ainsi que du G5 Sahel. La Fondation avait organisé une rencontre en novembre dernier à Niamey au Niger et ce 8 décembre à Ouagadougou, c'était la restitution de l'atelier du Niger. Le point est avec Nathalie Sawadgo et Roger Kam. Les acteurs nationaux de la sécurité, notamment les représentants de l'État, la société civile, les parlementaires et les partenaires au développement de la Fondation Konrad Adenauer, réfléchissent ici à Ouagadougou sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cet atelier se situe à un moment où l'Afrique, de façon générale, et en particulier l'Afrique de l'Ouest et le Burkina Faso, sont confrontés à des questions complexes au niveau de la sécurité. C'est dans ce contexte que la Fondation a voulu d'abord faire le point de la situation à partir de Niamey, où nous avons tenu un atelier sous-régional. Et au cours de cette conférence, on a voulu voir quel est le rôle de la femme dans un contexte d'insécurité. Nous allons d'abord reprendre pour le compte de Burkina la déclaration de Niamey. Et au-delà de la déclaration de Niamey, nous allons demander au Burkina de se l'approprier. Cet atelier est placé sous le thème « Genre et paix, la création d'un dialogue, les acteurs féminins assurent la paix dans le Sahel ». Il sera question pour ces acteurs nationaux de la sécurité de mener la réflexion sur les mesures à prendre afin de matérialiser les recommandations issues de la conférence de Niamey. Et puis, autre actualité dans ce journal, pour les 10 ans de la mort du professeur Joseph Kizerbo, un ouvrage collectif pour immortaliser la pensée du professeur. L'ouvrage a été présenté au public ce 6 décembre à Ouagadougou. L'ouvrage intitulé « Développement endogène de l'Afrique et mondialisation » avec pour sous-titre une relecture de la pensée du professeur Joseph Kizerbo est fait de nombreux témoignages. Le livre est une relecture de la pensée du professeur. Vincent Kendrebego. C'est l'un des moments forts de la commémoration du 10e anniversaire de la mort du professeur Joseph Kizerbo. La présentation de cette œuvre dédiée à l'éminent historien. Développement endogène de l'Afrique et mondialisation, c'est le titre de l'œuvre. Un livre de 1302 pages, à travers lequel des intellectuels africains interpellent les Africains
à poursuivre l'œuvre du professeur. Cet ouvrage est réparti essentiellement en 3 parties. Il y a une partie qui concerne l'identité, une seconde partie axée autour du développement endogène, et enfin la 3e partie qui développe les questions de la mondialisation et les questions liées à l'intégration africaine. À cette occasion, parents, amis, connaissances et partisans des idéaux du professeur se sont remémorés les actions et les valeurs qu'il incarnait. Une preuve que la pensée de l'homme est vivante, affirme Maître Françoise Kizerbo. Et comme Joseph Kizerbo lui-même l'a dit, chaque génération a des pyramides à bâtir. Et chacun d'entre nous, chaque Africain doit être une valeur ajoutée. Des témoignages émouvants d'anciens collaborateurs de Joseph Kizerbo, dont Monseigneur Anselme Titiama Sanon et Aimé Damiba, ont aussi marqué cette cérémonie. Des témoignages qui ont permis au public d'apprendre encore sur le professeur Joseph Kizerbo. Une panne survenue sur la ligne d'interconnexion électrique Bobo-Dioulasso-Pa est à l'origine de la panne d'électricité vécue ces derniers temps à Ouagadougou. Ce vendredi, les techniciens de la Sonabel étaient sur les lieux pour établir au plus vite le courant dans la capitale. Reportage d'Rissa Traoré et Moussa Sanou. Ligne d'interconnexion électrique Bobo-Dioulasso-Pa. Un câble de cette ligne a cédé ce jeudi aux environs de 19h au niveau de Sourkourlaï, un village situé à une dizaine de kilomètres de Houndé. C'est cette panne qui est à l'origine du manque d'électricité de ces derniers temps dans plusieurs localités du Burkina, dont Ouagadougou, la capitale. C'est vers 19h, 20h qu'il y a eu la panne. Donc on a mobilisé toutes les équipes de Banfora, les équipes de Tenkodogo, plus celles de Ouagadougou. Et c'est aux environs de minuit que nous avons retrouvé la panne à ce niveau. C'est tout juste un peu devant Houndé, en direction de Bobo. Voilà, donc depuis hier, nous sommes là-dessus. Et je peux même dire qu'on a presque fini. Au moment où nous quittions les lieux, les techniciens de la Sonabel s'affairaient effectivement au dernier réglage afin de rétablir au plus vite l'électricité dans les localités qui en sont privées, notamment Ouagadougou. On lance un appel de compréhension à la clientèle. C'est vrai que cela cause beaucoup de désagréments au niveau de la clientèle. Et même nous-mêmes, à notre niveau, au niveau de nos installations, bon, ça crée des dégâts, ça crée vraiment des désagréments aussi à notre niveau. Mais on demande beaucoup d'indulgence, beaucoup de compréhension de la clientèle surtout, voilà, qui est très importante pour nous. Ces types de pannes qui privent des localités de courant électrique sont de plus en plus récurrents au Burkina. À la Sonabel, on rassure que des expertises sont en train d'être menées pour éviter à l'avenir ces pareilles situations. Et puis la revue de presse des quotidiennes ce vendredi nous est présentée par Vincent Tiendrebego. Financement extérieur du PNDS, la satisfaction des 2 têtes de l'exécutif est largement exprimée dans les colonnes de Sidoya. Un bonus de 13 000 milliards de francs CFA, souligne le journal. Expression de la crédibilité retrouvée, selon le Premier ministre. Victoire du Burkina Faso, se félicite le président du Faso. Et selon l'observateur Palga, le président Kabouré a fait un plaidoyer digne d'un discours sur la situation de la nation devant les partenaires en relevant les besoins face aux menaces terroristes, la justice préalable à une véritable réconciliation nationale et le passage à la 5e République pour parachever le processus démocratique. Tribunal militaire, les premières audiences annoncées pour le 20 décembre nous indiquent Notre Temps et Aujourd'hui au Faso, qui consacrent leur une à la conférence de presse du commissaire du gouvernement. Sur l'affaire du coup d'État, Aujourd'hui au Faso nous apprend que le général Gilbert Diendéré et 90 autres sont inculpés et leur jugement interviendra au cours du premier trimestre de 2017. Sur le dossier Thomas Sankara, Notre Temps rapporte que l'expert espagnol chargé de l'autopsie a obtenu une prolongation du délai pour fournir son rapport. Parlant d'affaires Thomas Sankara, l'observateur Palga, dans sa rubrique Lettres pour l'Aïe, révèle qu'une mission de la justice militaire a auditionné l'ex-président ghanéen John Rawlings à Accra. Les motifs, selon l'Obs, Rawlings était un ami du leader de la révolution burkinabé. Il était aux affaires au moment de l'assassinat et en plus, lors de son tout récent séjour à Ouagadougou, il aurait fait des déclarations publiques qui intéressent le juge.
Au Ghana, justement, la publication des résultats définitifs de la présidentielle est prévue pour ce samedi 10 décembre. Les résultats de certaines circonscriptions sont néanmoins déjà connus et montrent que le président John Dramani Mahama et son principal opposant Nana Akufo-Addo sont au coude à coude en dépit de l'annonce jeudi soir par les partisans de Nana Akufo-Addo de la victoire de ce dernier. La Commission électorale nationale appelle pour sa part au calme. Et puis en route pour Kaya, Marguerite Douagneau nous donne à voir ici des réalités du Burkina intérieur sur l'axe Ouagadougou-Kaya. C'est une histoire d'hospitalité qui a donné naissance à Korsimoro. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de ce village, Kwale Nebie et Abdul Rasmane Zongo ont interrogé un gardien de la tradition. La localité de Korsimoro tient cette appellation de l'expression Korsemodo qui signifie en langue locale morée des herbes ou autres les herbes qui envahissent. Pour l'histoire, il était une fois un fabricant de cordes à la recherche d'un endroit au marché pour s'installer et développer son art. Il obtient la permission du chef coutumier de l'époque, Naba Robo, auteur de l'expression Korsemodo, car l'endroit était truffé d'herbes. Et depuis lors, le nom est resté et rappelle ce lieu de commerce affectueusement appelé marché de Korsi. La commune de Korsimoro, raconte ce gardien de la tradition, est dérivée du marché qui porte le même nom suite à la rencontre entre notre aïeul et un étranger. L'étranger demanda au roi un petit endroit au marché qui n'avait pas encore de nom officiel pour exercer son commerce. Et le roi lui répondit, Korsmoran Zindi, qui signifie ôte l'herbe et installe-toi, d'où l'appellation Korsimoro. La commune a plus tard aussi été baptisée par la même appellation Korsimodo. On pourra dire nominalement que le marché précède la commune de Korsimodo. C'est demain samedi, le jour de marché à Korsimoro. C'est un marché cosmopolite qui offre une gamme variée de produits. Du goudron, vous en avez un tout petit aperçu. Alors de passage pour Kaya, vous pourrez marquer un stop pour faire des achats si le cœur vous en dit, bien sûr. Le marché de Korsimoro, d'une superficie de 3 hectares, fait la réputation de la commune et environ à travers ce qu'on y trouve, tels biens, marchandises, articles, etc. Il a aussi la singularité d'être cosmopolite. C'est le grenier, je vais dire grenier en quelque sorte en marchandises diverses. Parce que ici, à Korsimoro même, et tout ce qui est produit du royaume, c'est à Korsimoro qu'on le trouve. En vente, les échanges, tout est concentré au marché de Korsimoro, nulle part ailleurs. Et tout converge, que ce soit du Sahel, du centre Ouagadougou, et de Kaya, ou un peu partout dans les autres communes avoisinantes. On a tout le monde qui passe ici. On a des Blancs, on a des Arabes. Korsimoro est ouvert 24 sur 24 et où produits et affluents se disputent en nombre. À Korsimoro, si vous avez une petite faim, Abdoulaye Savadogo se fera le plaisir de vous faire déguster de bons petits plats qu'il a mijotés lui-même. Le restaurant Wenkouni, c'est juste derrière. En route pour Kaya, la pause déjeuner, c'est ici. Abdoulaye Sawadou est passionné de l'art culinaire et est allé s'initier dans un pays voisin. De retour, il ouvre un petit restaurant
Winkuni ou Dieudonné emploie un personnel modeste rompu à la tâche des bons mains. Je fais la cuisine depuis un quart de siècle, dit ce gérant. J'ai d'abord séjourné plusieurs années en Côte d'Ivoire pour me former dans le domaine. De retour au Burkina et avec l'aide d'un ami, j'ai ouvert ce petit restaurant qui fait le bonheur de la clientèle d'ici et de passage. Gérants et employés trouvent leur compte à partir de ce restaurant, très connu dans tout Kossimoro et dans les encablures. Pour Abdoulaye Sawadou, c'est sa façon, aussi minime soit-elle, de participer à la construction de sa commune, raison pour laquelle il n'est pas resté en Côte d'Ivoire. En route pour Kaya, vous constaterez que c'est la fin des moissons. Et les paysans, pour être de la fête, doivent d'abord mettre leur récolte en lieu sûr. Et pour ce faire, ils confectionnent des greniers. Nous avons vu Adama Sawadogo qui était à la tâche. Assis sous le caïcédra au bord de la route, Adama Sawadogo tisse la paille pour confectionner le grenier qui doit servir à stocker le mil le temps du séchage. Et pendant ce temps, le reste de la famille continue la récolte. La moisson n'a pas été très bonne cette année dans la localité, soutient le père de famille, et c'est pourquoi il faut bien préserver la production. Les herbes poussent en même temps que le mil et c'est au moment des récoltes que nous coupons aussi la paille pour la confection des secours. On récolte la paille suffisamment pour nos besoins. Adama fabrique le grenier après chaque récolte. Mais la paille qu'il tisse sert également à confectionner des nattes qui serviront de couchettes, de toitures, de portes. Adama sait que la fête nationale est célébrée cette année à Kaya et ses attentes sont grandes concernant l'amélioration de l'agriculture burkinabé. Nous souhaitons que les autorités nous aident avec des vivres en prévision au regard de la moisson qui n'est pas bonne cette année ici. Pour toute la famille, c'est une fierté d'accueillir la célébration de la fête du 11 décembre et elle n'entend pas rater ce rendez-vous de Kaya. Merci à toute l'équipe de En route pour Kaya. À demain pour d'autres émotions. C'est tout également pour ce journal. L'actualité continue sur le site www.rtb.bf et Ruth Buni-Ouattara se fera le plaisir de vous retrouver à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.